Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Aujourd'hui, on vous parle encore de mésanges, décidément, mais oui, elles sont encore là. Mais rassurez-vous, on vous parle aussi d'un autre oiseau qu'on a déjà évoqué dans l'émission, mais dont on n'a jamais réellement parlé. Allez, c'est tout de suite après le générique. Comment ça va, Sophie ? Ça va très bien. Là, je me prépare pour un voyage en France. J'ai cru que t'allais dire je me prépare pour parler mésanges. ça aussi, parce que c'est vrai qu'il faut se préparer mentalement. Hein. On en parle tellement souvent que voilà. En même temps, il y a tellement de trucs à dire sur elle. Moi, je vais rester aussi en France. Je sais pas si ton étude parle d'oiseaux de France justement. Non, pas vraiment. Mais... pour le coup, non. Ok. Bah moi, je vais parler d'un oiseau en France. Alors, oiseau en France, plutôt oiseau espagnol en réalité, puisque je vais parler d'un oiseau qu'on trouve énormément en Espagne, et il y a quelques observations qu'on a par-ci par-là en France. On va y revenir, je pense, un tout petit peu plus tard. Alors du coup, les mésanges, qu'est-ce qu'elles nous cachent encore, les mésanges ? Comme tu le sais, la mésange, c'est l'un des oiseaux les plus étudiés dans le monde. C'est pas pour rien qu'on en parle tout le temps dans le Courrier de la Sterne, c'est parce que c'est un oiseau modèle. Et donc, en l'occurrence, ces mésanges-là, ce sont des mésanges qui sont pas d'Europe. C'est ce qu'on appelle la mésange de Gambel, qui elle vit en Amérique du Nord notamment. Voilà, dans l'Ouest américain. Alors, une répartition qui s'étend plus ou moins du sud du Canada à la Californie, et donc c'est quand même assez grand comme aire de répartition, hein. Ça prend quasiment toute l'Amérique du Nord, mine de rien. Évidemment pas l'Alaska, hein, on est d'accord, mais quand même, ça fait c'est déjà quand même pas mal. Jamais, hein. Voilà. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'oiseaux en Alaska, mais en tout cas, celle-là, elle n'y va pas. Normalement. Et cette petite mésange de Gambel, donc, il est pas mal étudiée, parce que, encore une fois, c'est une mésange, et étudiée par les équipes nord-américaines notamment, et ils ont publié un article le 17 avril dernier. Alors, malheureusement, cet article n'est pas disponible en ligne, en accès sans avoir à payer, gratuit. Malheureusement, donc on vous mettra le lien quand même, et puis je vous mettrai surtout le lien d'un petit résumé qui va vous résumer l'article, au cas où vous voulez en savoir un peu plus. Mais malheureusement, pour l'article complet, il va falloir... c'est derrière un paywall, hélas. Mais j'avais envie de vous en parler quand même, parce que c'est très intéressant, et c'est sur un sujet dont on parle pas souvent chez les oiseaux, c'est sur la mémoire des oiseaux. Et du coup, les chercheurs de cette étude ont fait finalement pas mal de choses, et c'est pour ça que cet article est intéressant et que je souhaitais vous en parler. Ils ont d'abord étudié le comportement de la mésange, et ensuite ils ont séquencé le génome de un peu plus de 160 mésanges de cette espèce-là. Ah oui. Oui, pour aller chercher des marqueurs et voir un petit peu des différences au niveau des gènes sur des comportements qui les intéressaient. Donc c'est une étude en 2 volets, et c'est pour ça qu'elle est assez complète, j'ai trouvé, et donc assez intéressante pour un courrier de la Sterne. Qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont cherché surtout, parce que c'est ce qui nous intéresse finalement. Donc ils sont allés étudier la mémoire de la mésange de Gambel, et pour étudier la mémoire de la mésange de Gambel, il faut d'abord savoir que cette mésange, habitant en Amérique du Nord, il y a des endroits où, pendant l'hiver, il n'y a plus beaucoup à manger, et donc elle fait partie des animaux qui vont cacher leur nourriture pendant l'été et l'automne, pour pouvoir après retrouver ces cachettes pendant l'hiver, pour aller donc se nourrir lorsqu'il y aura plus d'insectes et plus grand chose de frais à se mettre sous le bec. Donc c'est un peu comme un écureuil, si vous voulez. Et alors cette mésange, elle est intéressante aussi, parce que dû à sa grande aire de répartition, on peut aussi étudier des mésanges de cette même espèce qui ne vivent pas dans des climats très froids, hein. Quand on se rapproche plus du Mexique, évidemment, on a de la nourriture toute l'année, et donc on peut voir des différences dans le comportement de ces animaux qui, cette fois-ci, ne cachent pas leur nourriture dans toute l'aire de répartition de la mésange. Donc c'est aussi intéressant de ce point de vue-là. Mais surtout, ce qui les intéressait avec cette mésange, c'est de savoir à quel point est-ce que ces animaux sont capables de retrouver les cachettes qu'ils font, et à quel point leur mémoire est bonne, en fait.
Et oui, parce que évidemment, si tu caches des milliers, parce qu'on parle quand même de dizaines de milliers de glands, de graines, de machins cachés un peu à droite et à gauche pendant l'été et l'automne, si tu caches tout ça, et au bout d'un moment, il va falloir quand même te rappeler de toutes tes cachettes, et il va falloir pouvoir les retrouver après, parce que c'est ce qui va te permettre de survivre. Et donc, cette mésange, pour tester ses capacités mémorielles, ils ont installé des mangeoires. Mais alors, pas n'importe quel mangeoire, ils ont installé des mangeoires qui ne s'ouvraient que lorsqu'un certain animal était placé devant. Alors, je vous explique un peu. Ils ont capturé donc à peu près un peu plus de 160 mésanges individus différents dans la nature, et ces individus, on leur a inséré une petite puce électronique, la même type de puce électronique que ce que vous avez dans votre chat ou votre chien pour l'identifier, sauf que cette puce électronique, elle est capable d'être lue par un lecteur de puce électronique qu'ils ont installé sur ces mangeoires et qui permet à la mangeoire de s'ouvrir uniquement lorsque certains individus, pas tous, certains individus uniquement avec un certain petite puce à l'intérieur de l'individu se présentent devant la mangeoire. C'est-à-dire que toutes les mangeoires ne sont pas disponibles et ne sont pas ouvertes pour tous les individus. Donc, ce qui veut dire que les mésanges, même si elles voulaient aller se nourrir sur les mangeoires, il fallait qu'elles retiennent quelle mangeoire était ouverte pour elles et ne pas se tromper évidemment. Voilà, donc ça s'apparentait un petit peu parce que évidemment on peut pas trop faire des conjectures sur est-ce qu'elle a retrouvé du premier coup sa cachette, la mésange ou pas, parce que ça va être un petit peu compliqué de suivre toutes les mésanges et les milliers de cachettes que chacune fait. Donc il a fallu trouver un autre moyen, donc ces mangeoires étaient l'autre moyen de tester ses capacités mémorielles. Et alors, ce qui était aussi intéressant, c'est que ces mangeoires étaient aussi capables d'enregistrer les moments où la mésange n'avait pas réussi à trouver la bonne mangeoire. Donc par exemple, un des individus s'était posé sur une mangeoire mais qui n'était pas la sienne. Donc ça enregistrait quand même le code qu'il y avait sur cette petite puce électronique pour savoir quels individus s'étaient présentés à la mangeoire. Donc on peut savoir lesquels sont venus, même s'ils n'ont pas réussi. Donc ça donne vraiment une vue assez complète de ce qui s'est passé. Et évidemment, il n'y a pas eu qu'une seule mangeoire comme ça, il y en a eu tout plein qui ont été installés un petit peu partout pour pouvoir bien tester ces 160 individus. Alors c'est quand même une... Quelle logistique voilà, n'est-ce pas? Donc c'est quand même une étude de grande ampleur, mine de rien, parce que ça demande quand même déjà d'attraper les oiseaux, de leur insérer cette petite puce, ensuite de mettre en place toutes ces mangeoires dans quand même un paquet d'endroits, parce qu'il faut quand même qu'on puisse tester correctement. On est sur une superficie de combien d'hectares pour... Alors je crois qu'on était sur un état. Un hectare. Ok. Non, sur un état, dans une forêt dans un état. Ok. Alors c'est une forêt de conifères principalement. Ok. Il me semble. Bon, je vérifierai après, mais il me semble qu'on était sur toute une forêt entière, donc on est quand même sur... sachant que les forêts dans l'ouest des États-Unis, ça peut être quand même sacrément grand. Ça peut être des forêts effectivement très importantes. Oui. Voilà. Donc du coup, ils ont fait du coup cette première expérience et ils se sont rendus compte qu'il y a certains oiseaux qui étaient plus doués pour se rappeler de quels endroits, quelles mangeoires étaient les bonnes pour eux, et d'autres qui l'étaient un peu moins et qui se trompaient plus souvent. Donc ils ont déjà fait 2 catégories d'oiseaux grâce à cette première expérience. Et la deuxième expérience, ça a été donc de séquencer le génome de tous les oiseaux qu'ils ont implantés avec des petites puces électroniques. Et dans ce génome, d'essayer d'identifier certains gènes qui pourraient être liés à des capacités mémorielles. Et alors ce qu'ils ont trouvé, alors je vous passe évidemment tous les détails de la génétique parce que c'est un petit peu touffu, mais ce qu'ils ont trouvé, en gros, c'est que certains gènes avaient des mutations qui leur permettaient, donc aux mésanges, de se souvenir plus facilement de leur cachette. Et donc, il y a des marqueurs génétiques qui aident à la mémoire pour ces mésanges et qui les aident suffisamment pour que certaines ne se trompent quasiment jamais. Ils ont identifié au total 97 gènes différents associés avec une mémoire spatiale et temporelle. 97 sur 160, c'est énorme. Non, 97 gènes dans le génome de ces oiseaux. Donc ça fait quand même beaucoup de gènes à gérer, et du coup ils ont regardé les différents allèles, donc les différentes variations qu'il pouvait y avoir dans ces gènes chez tous ces oiseaux. Donc ça fait quand même un sacré gros boulot, mine de rien. Et donc une grosse portion de ces variations sont associées avec la formation des neurones dans l'hippocampe,
Et vous savez que c'est la partie du cerveau qui est responsable pour l'apprentissage notamment et la mémoire. Et donc c'est comme ça qu'on peut comprendre comment est-ce que cette mémoire assez fantastique de ces oiseaux-là arrive grâce à tous ces gènes qui sont associés à cet hippocampe et à la formation des neurones dans cet endroit-là. Mais alors ils sont pas arrêtés là. Alors ça, déjà en soi, ça aurait été une grosse étude, hein, on est d'accord, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué leur expérience en changeant après les mangeoires de place. Et notamment en inversant les numéros qui étaient autorisés à entrer dans certaines mangeoires et pas dans d'autres. Et alors, ce qui était très 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 intéressant... Oh mon Dieu. Oh les pauvres oiseaux. Les pauvres bestioles. Mais alors, ce qui était très intéressant, c'est que les oiseaux qui avaient le mieux réussi le premier test, où on leur avait on leur avait demandé de mémoriser quelles mangeoires étaient les bonnes, et ben lorsqu'on a changé les numéros des mangeoires... Allez, je tente un truc. Vas-y. Ils ont moins bien réussi que les autres. Eh bah tu as raison. Incroyable. Tu as tout à fait raison. Alors que ceux qui n'avaient pas très bien mémorisé lors de la première phase la mangeoire sur lesquelles ils étaient censés aller, eh ben, ont été capables de s'adapter beaucoup plus rapidement à un changement. Et alors c'est là que vient tout l'intérêt de l'étude. C'est qu'on se rend compte qu'en fait, il y a un trade-off un petit peu entre cette capacité mémorielle hors du commun, pour notamment un groupe de mésanges qui était très 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 doué sur cette mémoire à long terme, qui au contraire n'est pas très doué dès qu'il y a un changement derrière qui se passe, et qui du coup doit intégrer ce nouveau changement, ça ne marche pas très bien, mais par contre ceux qui n'ont pas une mémoire à long terme si doués que ça comparé aux autres, j'ai envie de dire, même s'ils sont quand même, ça reste des mésanges quand même, mine de rien, donc ils ont quand même le background qu'il faut. Et ceux qui étaient un peu moins doués, par contre, étaient beaucoup plus adaptables et beaucoup plus modifiable au niveau de la mémoire à court terme. Okay. Donc il y a quand même c'est bien finalement d'avoir une mémoire à long terme, mais on perd quelque chose au niveau de la mémoire à court terme. Donc je pense qu'il y a une utilisation des neurones du coup qui se fait pas de la même manière peut-être. Donc c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Et surtout c'est intéressant dans le contexte dans lequel on est actuellement, parce que quand on parle de changement climatique, quand on parle de changement en règle générale dans l'environnement, si vous avez un animal qui est moins adaptable, donc avec une mémoire qui s'adapte un peu moins facilement que les autres, parce que certes il est très doué sur le long terme, mais finalement dès qu'il y a un petit changement dans l'environnement, bah, ça passe moins bien, et ben c'est un animal qui va être moins capable de survivre dans un environnement qui change drastiquement, comme ce qu'on a actuellement. Voilà. Moi j'aurais aimé quand même que... Alors ça aurait fait beaucoup de travail, hein. Mais qu'ils analysent la plasticité cérébrale de ces oiseaux, oui. Parce que on sait par différentes expériences que la plasticité cérébrale évolue au fur et à mesure des saisons, selon si l'oiseau a besoin justement d'utiliser certaines aires du cerveau ou pas, et ça rentre en ligne de compte notamment, comme tu le précisais dans l'étude, dans la dispersion de la différente nourriture tout au long de la saison. J'avoue que ça aurait été très intéressant d'avoir peut-être une réflexion entre cette plasticité cérébrale, les gènes et le résultat, plutôt les résultats que les oiseaux donnent. C'est vrai que ça aurait été intéressant, mais je pense que le papier aurait certainement fait 10 pages de plus et aurait pris 10 ans de plus. Ça, effectivement, on est à ça près. Mais tu as raison de le préciser, le cerveau est capable d'être modifié régulièrement. D'ailleurs, on en fait l'expérience tous les jours lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau. C'est un cerveau qui s'adapte et qui a une certaine plasticité pour pouvoir nous permettre de faire des choses un peu différentes. Par exemple, lorsqu'on a appris à conduire à droite et que soudainement on passe sur une conduite à gauche, et ben on s'adapte très rapidement et il est facile de passer de l'un à l'autre. Tu dis ça parce que tu vas au Royaume-Uni dans peu de temps, c'est pour ça? Non, c'est parce que j'ai appris sur la conduite française où on roule à droite et en Afrique du Sud on roule à gauche. Ah oui, logique. Donc ici je conduis de l'autre côté, mais dès que je rentre en France je conduis à droite. Donc faut... Mais finalement, on s'adapte très vite, en fait. Et ça, c'est de la plasticité cérébrale, autant pour moi. Tu es donc une bonne mésange, tu t'adaptes vite aux conditions. Enfin, je sais pas, du coup, parce que mémoire à long terme est peut-être moins... Je sais pas. C'est vrai. C'est le payment pour avoir une bonne mémoire.
moi je vais vous parler d'un oiseau qu'on a souvent évoqué dans le courrier de la Sterne. On s'en moque avec Sophie, enfin on s'en moque, non, on s'en moque pas, mais à chaque fois qu'on parle de cet oiseau, on dit « Ah mais oui, l'oiseau qui hiberne ou qui en réalité fait de la torpeur, voilà. » Mais on n'a jamais évoqué cet oiseau en réalité dans l'émission. On n'a jamais parlé de l'engoulevent. Et je vais revenir sur un article du 2 mai dernier que vous retrouverez sur ornithomedia.com qui est en cours de soumission au comité de lecture à l'heure où on parle. Donc il se peut que cet article change un peu. Et on va parler de l'engoulevent à Collierroux qui a été découvert en Camargue. On va revenir là-dessus un tout petit peu plus tard. Alors, quand on parle d'engoulevent, généralement en France, on fait référence à l'engoulevent d'Europe. C'est un oiseau dont on dit qu'il sait très très bien imiter l'ordinateur, le vieil ordinateur des années 80 qui se met à démarrer. C'est un oiseau pas évident à essayer de conceptualiser si vous ne le connaissez pas. Moi je trouve que lorsqu'il est en vol, il ressemble un peu à un faucon. Parce qu'il a cette longue queue qui rappelle un peu les faucons, et puis ce déploiement des ailes qui, moi, me rappelle personnellement tout ce qui peut être falconiforme. Alors évidemment, c'est pas du tout la même famille, hein. On se retrouve sur quelque chose de complètement différent. Et l'une des particularités de cet oiseau, et c'est souvent d'ailleurs la particularité mise en avant de cet oiseau, c'est que c'est un oiseau qu'on va retrouver au sol, principalement en train de flâner. C'est un oiseau qui a un comportement plutôt nocturne d'ailleurs. Il s'active principalement à la lueur du soir, et par la suite, généralement en journée, il n'est pas spécialement très très actif, et ça va nous intéresser d'ailleurs le fait qu'il ne soit pas très actif. L'engoulevent à Collierroux, donc celui qui va nous intéresser, comme je l'ai précisé, c'est une espèce qu'on peut voir en France, mais c'est une espèce qui est très rare à voir en France, contrairement à l'engoulevent d'Europe. On a quelques signalements qui sont réalisés, on va revenir sur ces signalements d'ici quelques instants, mais dans l'ensemble, l'engoulevent à Collierroux, on va surtout le retrouver en Espagne, on va le retrouver dans le sud du Portugal, on va le retrouver également tout ce qui va être Mauritanie, Algérie, on va le retrouver un peu au Maroc, et il va descendre jusque, on va dire, Bénin, Sénégal, voilà, ce genre de pays africains. En tout cas, sur la partie ouest de l'Afrique, c'est vraiment son aire de répartition. C'est une aire de répartition qui évolue, puisque c'est un oiseau qui est principalement migrateur, qui arrive d'ailleurs assez tardivement dans la période migratoire, généralement. Lorsqu'on le voit en France, quand on a l'occasion de le voir, on le voit généralement début mai. Il peut arriver un petit peu plus tard. Donc voilà, c'est un estival qui reste finalement assez peu de temps chez nous lorsqu'il est visible. Et justement, la dernière observation de cet oiseau, elle a été faite le 28 avril 2024 au Sainte-Marie-de-la-Mer. On est dans les Bouches du Rhône, et c'est grosso modo un lieu où on voit plutôt de manière sporadique cet oiseau. J'ai eu l'occasion de consulter la carte de l'INPN pour savoir un petit peu les résultats, les informations que l'on avait par rapport à cet animal. Sur les données que nous avons, extraites en 2024 donc, on a 29 résultats, 29 minimum individus qui auraient été aperçus ou qui ont été vus avec preuve photographique, et principalement on va les retrouver dans les Bouches-du-Rhône, on va les retrouver également tout ce qui va être dans le Var, on va les retrouver aussi pas mal du côté de Perpignan. Donc voilà, on va les retrouver sur toute la ceinture méditerranéenne. Et d'ailleurs Ornithomedia nous fait une petite liste des observations qui ont été vues au 20e siècle, pardon. On a vu celle du 27 au 29 avril 2024, donc en Camargue, au Sainte-Marie-de-la-Mer, possiblement en Corse du Sud en juillet 2021. On en a aussi peut-être un voire deux qui ont été vus, dont un qui a été photographié en juin 2020, et puis on a quelques autres observations antérieures. Mais en tout cas, vous voyez que c'est un oiseau qui est finalement assez peu présent en France, C'est un oiseau que l'on voit très rarement. Alors, c'est un peu compliqué de savoir si l'oiseau était déjà présent de manière sporadique ou un petit peu plus présent en France. On a des références qui datent du 19e siècle
qui disent par exemple que Crespon, qui a réalisé des observations aux alentours de 1840, avait vu pas mal de ces individus près de Perpignan. Voilà. Mais on peut quand même se poser la question, au vu de la ressemblance avec l'engoulevent d'Europe, parce que c'est vraiment une ressemblance qui est terrifiante entre les deux individus, si effectivement il n'a pas davantage vu un engoulevent d'Europe. Alors il y a des différences entre l'engoulevent d'Europe et l'engoulevent à collier roux. Évidemment, comme son nom l'indique, il y a un collier roux. Merci. J'attendais une réponse, mais elle n'est jamais venue. Désolée, je t'écoutais en fait, et puis j'étais là, mais oui, oui. J'ai fait participer mon public. Et puis, il y a des barres à l'air. On n'a pas trop eu l'occasion de parler de barres à l'air. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des barres que vous trouvez sur les ailes. Et parfois, le nombre de barres, la couleur de ces barres, va permettre de renseigner un individu, enfin une espèce ou un genre particulier. Et là, chez l'engoulevent à collier roux, on a 3 barres à l'air contre une pour l'engoulevent d'Europe. Mais voilà, ce sont des différences qui sont assez peu marquantes si on n'a pas l'habitude de contacter l'oiseau. Et personnellement, moi je vois des photos et j'ai du mal à faire la différence entre l'engoulevent d'Europe et l'engoulevent à collier roux, pour être honnête. Oui, non, ça, je pense que tout le monde... De toute façon, les engoulevents, du fait que ce soit si... ça a besoin de se camoufler tellement qu'ils se ressemblent tous un peu. On va dire ça comme ça, ils sont très cryptiques, finalement. Absolument. Et donc, je parlais de ces observations aux alentours de 1840. On a un atlas de 1960, celui de Vous, V-O-O-U-S, qui fait référence, peut-être, on ne sait pas, parce qu'il y a un point d'interrogation dans l'atlas, à sa reproduction dans la zone méditerranéenne continentale française. Mais un autre ornithologue, et je pense qu'on parle de j'ai oublié le prénom de ce monsieur Dubois en tout cas, qui est un ornithologue très connu en France, qui considère qu'il n'y a aucun indice qui permettrait vraiment d'envisager une possible reproduction de cet oiseau. Donc voilà, ce sont des observations très sporadiques qui sont vues, mais en réalité, on n'a pas spécialement beaucoup d'informations. On suppose que les plus anciennes remontées de ces données tablent entre 1820 à 1850, principalement dans le département des Bouches-du-Rhône, mais on a aussi eu un individu qui a été vu dans la Marne. Voilà, en 1851. Donc lui, peut-être pour le coup, qu'il s'est réellement perdu. Transition avec des observations, donc comme je l'ai dit, qui sont assez rares. Mais comment on peut les expliquer, ces observations ? On peut les expliquer par ce qu'on appelle le phénomène d'overshooting. Alors le phénomène d'overshooting, qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple à comprendre. En réalité, c'est un oiseau migrateur qui se retrouve plus loin que prévu dans son aire de répartition. On l'a dit, l'engoulevent à collier roux, on le voit très souvent en Espagne, au Portugal, mais on le voit très rarement en France. Et lorsqu'on voit des individus en France, on peut possiblement affirmer qu'il s'agit d'overshooting, puisque c'est un individu qui est allé au-delà de son aire de répartition. C'est généralement associé à un mouvement printanier, et d'après ce que j'ai trouvé comme information sur internet, et je trouve ça particulièrement drôle, c'est que l'overshooting se produirait lorsque des vastes zones de haute pression ont lieu au-dessus de la Méditerranée et s'étendent jusqu'au nord de la Grande-Bretagne. Donc, grosso modo, on est sur des conditions très favorables pour que les oiseaux dépensent très peu d'énergie. Et parce que ces oiseaux dépensent très peu d'énergie, ils se laissent porter beaucoup plus loin qu'habituellement. Ah d'accord. Voilà. Donc voilà, ce terme overshooting, que vous verrez peut-être apparaître dans la littérature, c'est ce phénomène qui explique l'apparition d'espèces, d'individus dans des aires de répartition qui ne sont pas les leurs, donc les zones de haute pression et aussi des vents favorables qui justement poussent ces individus qui sont souvent inexpérimentés, puisque des individus expérimentés savent à peu près où s'arrêter. Des individus inexpérimentés sur leur première année,
eux ne savent pas forcément Oui. quel est le bon endroit pour arriver, et donc ce sont généralement ces individus qui sont concernés. Donc voilà Oui, pour d'accord. l'engoulevent à collier roux, mais je tenais à terminer par parler de torpeur. Ah bah Parce que, évidemment, ah oui, quand évidemment. même. Alors, torpeur, hibernation, je te laisserai faire la différence, Sophie, entre les deux. Mais il faut savoir que c'était aux alentours des années 1947-1948 qu'on a commencé à déterminer ce comportement chez les engoulevents. Alors on n'est pas du tout en Europe, on est aux États-Unis, on est je crois dans l'Arizona, avec l'engoulevent de Nuttall qui a été l'un des premiers à consacrer toutes les attentions, à concentrer toutes les attentions vis-à-vis de ce comportement. Et ben il s'avère qu'en 1963, j'ai retrouvé un très très vieux papier qui parle de également torpeur, mais cette fois-ci chez l'engoulevent d'Europe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a amené un engoulevent d'Europe qui était peut-être blessé, qui était d'ailleurs blessé puisque il avait une petite, il avait un petit problème à l'aile. Et on s'est rendu compte que donc on le nourrissait de manière classique, voilà, on faisait en sorte qu'il se porte en bonne santé, et il se portait en bonne santé. Mais on a remarqué le lendemain, eh bien que l'engoulevent, lorsqu'on le prenait dans la main, il était très froid. Voilà, la température du corps était très froide et il y avait quasiment pas de respiration. Alors qu'est-ce que ces personnes ont fait? Ce sont monsieur Peiponen et Bosley qui nous racontent ça. Eh ben ils ont pris l'engoulevent, ils l'ont mis à côté d'un radiateur et au bout d'une heure, l'engoulevent, il allait très bien. Tout simplement. Donc ils ont essayé de reproduire l'expérience. Ça n'a pas spécialement très bien marché, mais ce qui était intéressant de savoir, c'est qu'ils montraient pour la première fois un cas de torpeur, un cas assez intéressant de comportement d'engoulevent d'Europe, qui avait été confirmé par une autre observation qui, elle, a été réalisée en 1956, si mes souvenirs sont bons, et elle faisait référence à une observation qui avait lieu dans la nature. Elle faisait référence à une observation qui avait lieu dans la nature au Danemark en mai 1955 pour être précis, et l'oiseau par la suite avait eu aucun souci pour pouvoir redémarrer. Mais c'est assez intéressant de voir que ce comportement que l'on pensait lié à une espèce précise, à savoir l'engoulevent de Nuttall, est en réalité sans doute bien plus lié au capri mulgiforme, si je me trompe pas, plutôt qu'à un seul individu en particulier. Et puis on parlait des martinets, oulala, spoil, on parlera des martinets où il y a effectivement ce comportement qui a lieu. Voilà pour l'engoulevent, en espérant que cette petite présentation de cet oiseau vous a plu, et puis allez écouter son chant sur internet, il est très rigolo. Ah, c'est un oiseau c'est super intéressant en plus. Savoir aussi qu'ils font des bruits, un peu des sortes de craquements, de clappements, avec leurs ailes en vol. Et c'est assez intéressant à entendre parce qu'au début on comprend pas trop ce que c'est quand on l'entend, donc si vous pouvez trouver des bandes audio de ce genre de choses, ça peut être impressionnant aussi. Je vous fais l'engoulevent d'Europe, après tu vas pouvoir nous parler de différence entre torpeur et hibernation, mais le chant le cri de l'engoulevent d'Europe, c'est un truc comme ça. D'accord. Eh ben dis donc, tu fais bien l'engoulevent. Merci beaucoup. On me le dit pas assez souvent. C'est un talent caché. Ah si seulement. Alors que l'engoulevent à collier roux, lui, limite un peu plus des espèces de pistolets dans Star Wars, mais assez lointain quand même. Ouais. C'est un autre style. C'est vrai. Par chez nous, on en a qui ont des bruits un peu bizarres aussi et finalement, c'est des cris qui sont très très forts la nuit, et c'est notamment quand on est dans le désert, parce que c'est des oiseaux qui vont vivre dans la partie désertique de l'Afrique du Sud, et quand ils volent de nuit, ils font des cris, on se demande vraiment ce que c'est. C'est très fort, surtout quand c'est à côté de la tente, on entend bien, et ça fait
Je saurais pas les reproduire, vraiment. Faut vraiment que vous alliez écouter ça, parce que moi je suis pas très douée avec les chants d'oiseaux pour les reproduire, Moi non plus. mais vraiment ça fait... c'est très bizarre. Et au début on se demande vraiment ce que c'est comme bestiole, on pense voir arriver une énorme bestiole, et en fait c'est juste un petit engoulevent qui est en train de voler. Voilà. Terrible, terrible engoulevent. Mais justement, torpeur, hibernation, on en parle assez souvent. C'est quoi la différence, Sophie, entre les deux? Et pourquoi, pour l'engoulevent, c'est pas clair la différence? Bah, l'hibernation, comme le nom l'indique, il y a hiver dedans. Donc l'hibernation, c'est vraiment passer une grande période, plus ou moins avec un métabolisme ralenti. Et alors que la torpeur peut être faite uniquement pendant une courte période. Donc par exemple, ça va être une nuit. Les colibris la font, la torpeur notamment, parce que pendant la nuit, ils vont se mettre en torpeur pour réduire leur rythme cardiaque et réduire les dépenses énergétiques qu'ils ont, pour pouvoir dormir tout simplement. Et les engoulevents, c'est pareil. Donc il y a certaines espèces qui vont rentrer en torpeur juste quelques nuits pendant l'année, en fonction de là où ils vivent évidemment et des climats, et d'autres espèces qui vont rentrer en torpeur pendant plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois. Et donc c'est là où c'est pas très clair. C'est du coup, est-ce qu'on parle d'hibernation pour les engoulevents qui sont plusieurs semaines en état de torpeur, ou est-ce qu'on parle juste de torpeur, vu que ça correspond un peu à une histoire de climat aussi. Oui, puis il y a une différence aussi entre, on va dire, le pourcentage de métabolisme sauvé, puisque au-delà d'un certain pourcentage, on bascule de la torpeur à l'hibernation. Et c'est justement ce qui est problématique chez l'engoulevent de Nuttall, c'est que des fois on a ces chiffres qui sont de l'ordre de 25%, donc finalement on a assez peu d'énergie qui est sauvée, et parfois ça va jusqu'à 95%. Oui. Donc voilà, on a un très très grand écart, et c'est donc très très difficile de déterminer si c'est de la torpeur, si c'est de l'hibernation. Ça se trouve c'est un peu des deux en réalité, en fonction de ce dont l'oiseau a besoin. Bah encore une fois, on est sur des définitions très strictes, donc après tout dépend Aussi, de quelle définition tu poses. Comme toujours, avant de discuter de quelque chose, il faut poser ta définition en disant pour moi l'hibernation ça s'arrête là, et la torpeur ça commence là. Voilà, et puis une fois que tu as posé ça, tu peux vraiment rentrer dans ta discussion. Mais oui, effectivement, l'hibernation et la torpeur, ça diffère aussi au niveau du métabolisme qui reste actif ou pas. Mais comme tu le disais, l'engoulevent, il va faire ça en fonction des conditions météo qu'il y a autour de lui, savoir est-ce qu'il fait froid ou est-ce qu'il fait chaud. Donc les espèces qui sont plus dans des climats qui sont plus chauds, normalement, ils rentrent pas très souvent en torpeur. À moins qu'il fasse très froid une nuit ou deux, ça peut arriver dans l'année. Mais les espèces qui vont être dans des climats, l'engoulevent d'Europe par exemple, qui peut être dans des climats un petit peu plus nordiques, lui par contre, il peut rentrer en torpeur beaucoup plus longtemps pendant l'année et beaucoup plus souvent. Donc là, on va plus rentrer dans des phases où il va être vraiment très peu actif. Mais ça dépend de ce dont il a besoin, encore une fois. S'il fait chaud, il n'en aura pas trop besoin. On aura peut-être l'occasion de revenir sur ce cas assez particulier. Peut-être qu'il y aura d'autres papiers qui sortiront. Le dernier est quand même assez ancien, je crois 2017-2018, donc peut-être qu'on aura d'ici là de nouvelles informations à vous apporter. Pas si vieux que ça, sur les engoulevents. Mine de rien, ça commence à faire 7-8 ans. Ouais. Sachant qu'il y avait d'autres papiers qui étaient prévus sur le sujet. Donc, non. Ouais. On aura peut-être l'occasion de vous les commenter. Ça pourrait être sympa, ça, ouais. Eh bien, c'est sur cette hibernation, cette torpeur que nous allons quitter, Sophie. Merci beaucoup d'avoir été présente pour parler de la mésange. Je te suggère de renommer peut-être le courrier de la Sterne en courrier de la mésange. À partir de Quand est-ce qu'on parle de Sterne du coup? Non mais c'est la question qui fâche là, quand est-ce qu'on parle de Sterne? Non mais tu sais bien que lorsque les gens créent une émission, le titre de l'émission n'apparaît généralement que très très tardivement dans la production. Donc on parlera de Sterne, un jour. J'aimerais bien parler de Sterne Arctique, ce serait quand même sacrément sympa. C'est vrai. Mais on a raté l'étude sortie 2022, je crois. Oh, ça n'empêche pas d'en reparler. Hein. Ah, c'est vrai, effectivement. Faudra faire un courrier de la Sterne spécial Sterne. C'est vrai, ce serait un bon sujet. C'est quand qu'on parle de courrier plus que de Sterne? Bonne question, ça. Il y a moyen, à mon avis, de trouver des trucs là-dessus aussi.
Les oiseaux qui transportent des messages, ce genre de choses-là. Oh, on a fait les pigeons déjà, non? On n'a pas fait les C'est pigeons. vrai. Oh, d'ailleurs, il y a une anecdote. Alors, je ne sais pas si elle est vraie, puisque peut-être que tu le sauras. Mais j'ai appris apparemment que c'est plus simple de prendre un pigeon et de l'envoyer d'un point A à un point B en Afrique avec une clé USB avec un film dedans que de télécharger le film via Internet. Bah, comme... Je voulais savoir si cette information était vraie ou pas. Bah, ça dépend de l'endroit où tu te tiens. Si tu es en zone rurale, mais vraiment très rurale, l'endroit où tu as encore des habitations qui sont vraiment très 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 basiques, effectivement, tu n'as pas Internet. Donc le pigeon est encore le moyen le plus sûr d'envoyer ta clé USB. Tu as raison. Incroyable. C'est formidable. Il faut que je retrouve cette étude. Parce qu'apparemment, c'est une vraie étude qui a été faite. Ah, mais ça m'étonne pas. Je ne sais pas. Mais bon, il n'y a pas un truc qui s'appelle la fin de l'émission là qui arrive? Ah, si, FIN, ça fait fin, il paraît. Exactement. Merci Sophie, on te retrouve sur, j'allais dire sur Spotify, sur Deezer. Oui, mais non, ça c'est le coin et l'Aster. On te retrouve sur Twitter @leplumeux, sur Instagram même nom. On te retrouve évidemment sur Entracte Science, aux côtés de Julien. On est évidemment sur YouTube. Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez retrouver les anciens épisodes sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Vous nous retrouvez également sur Twitter @podcdls. Salut à tous, salut à toutes. À plus.